Saviez-vous que plus de 80% des informations que nous percevons du monde passent par nos yeux et que, malgré cela, l'atmosphère terrestre nous trompe parfois complètement avec des illusions visuelles étonnantes? Ces merveilles optiques ne sont pas des tours de magie, mais des phénomènes naturels que la science a dévoilés, révélant la danse complexe de la lumière avec l'air, l'eau et les particules. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant pour explorer 10 phénomènes optiques qui défient notre perception et nous rappellent la complexité et la beauté de notre planète. Nous commencerons par le premier phénomène de notre liste, les mirages, ces images déformées ou déplacées qui semblent apparaître au loin. Connaissez-vous l'origine du mot mirage? Oui, le mot mirage vient du verbe français mirer qui décrit parfaitement comment ces phénomènes nous font voir des choses qui ne sont pas réellement là ou qui sont dans un endroit différent. Les mirages sont le résultat de la réfraction de la lumière à travers des couches d'air avec des températures différentes et, par conséquent, des densités différentes. Lorsque la lumière passe d'une couche d'air chaud à une couche d'air plus froid ou vice-versa, elle se plie ou se réfracte. Imaginez une route par une journée chaude où l'asphalte irradie de la chaleur intensément. L'air juste au-dessus de la surface se réchauffe beaucoup plus que l'air au-dessus, créant un gradient de température. La lumière provenant d'objets distants, comme un véhicule ou un arbre, se courbe en traversant ces couches d'air de densité différentes. Nos yeux interprètent que la lumière voyage en ligne droite, nous voyons donc une image de l'objet comme s'il était inversé ou réfléchi sur le sol. C'est ce que l'on appelle un mirage inférieur et c'est le type le plus courant que les gens associent généralement au mirage dans le désert ou sur les routes. Existe-t-il un autre type de mirage que le mirage inférieur? Bien sûr que oui, il existe aussi les mirages supérieurs qui sont beaucoup moins fréquents et se forment lorsqu'une couche d'air froid se trouve sous une couche d'air plus chaude. Cela se produit souvent dans les régions polaires ou au-dessus de grandes masses d'eau gelée où l'air près de la surface est extrêmement froid. Dans un mirage supérieur, les objets distants apparaissent au-dessus de leur position réelle, parfois même flottant dans le ciel. Un exemple historique notable de mirage supérieur est celui qui a permis à certains explorateurs de voir la Terre de Sannikov dans l'Arctique au cours du 19e siècle. Bien qu'il ait été démontré par la suite qu'une telle Terre n'existait pas, ce qu'ils ont vu était en réalité l'image réfractée d'une île ou d'une côte distante qui semblait s'élever au-dessus de l'horizon. Les mirages sont une preuve fascinante de la façon dont les conditions atmosphériques peuvent altérer notre perception visuelle. Passons maintenant au deuxième phénomène, l'arc-en-ciel, peut-être le spectacle optique le plus connu et apprécié par la plupart des gens. Quelles sont les conditions spécifiques requises pour qu'un arc-en-ciel soit visible? Un arc-en-ciel se forme lorsque la lumière du soleil frappe des gouttes d'eau en suspension dans l'air, généralement après une pluie ou en présence de brume. La lumière blanche du soleil se décompose en ses couleurs constituantes en un process appelé dispersion. Ensuite, cette lumière se réfléchit intérieurement sur la partie arrière de la goutte et se réfracte à nouveau en sortant, se dirigeant vers nos yeux. Chaque goutte d'eau agit comme un petit prisme divisant la lumière en son spectre de couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel suivent toujours le même ordre. Rouge à l'extérieur, suivi d'orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet à l'intérieur. Cet ordre est dû au fait que chaque couleur se réfracte sous un angle légèrement différent en entrant et en sortant de la goutte d'eau. L'angle pour le rouge est d'environ 42 degrés, tandis que pour le violet, il est d'environ 40 degrés par rapport à la direction de la lumière solaire. Est-il possible d'observer plus d'un arc-en-ciel en même temps? Oui, parfois on peut voir un arc-en-ciel secondaire qui apparaît au-dessus du premier et est plus faible. L'arc-en-ciel secondaire se forme par une double réflexion interne de la lumière à l'intérieur des gouttes d'eau. Dans ce second arc-en-ciel, l'ordre des couleurs est inversé, avec le violet à l'extérieur et le rouge à l'intérieur. Un autre détail curieux est qu'un arc-en-ciel est en réalité un cercle complet, mais depuis le sol, on ne peut voir qu'une partie de l'arc. Si nous étions dans un avion, par exemple, et que les conditions étaient adéquates, nous pourrions observer le cercle complet de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a été l'objet de mythes et de légendes dans de nombreuses cultures, souvent associées à la bonne fortune ou comme un pont entre le ciel et la terre. Son explication scientifique, par contre, nous montre l'élégance des lois de la physique en action. Passons à notre troisième phénomène, les halos solaires et lunaires, d'impressionnants cercles de lumière qui entourent souvent le Soleil ou la Lune. De quoi sont composés les halos qui les rend visibles? Ces halos sont causés par la réfraction et la réflexion de la lumière à travers des millions de cristaux de glace hexagonaux qui se trouvent dans des nuages hauts et minces comme les cirrus. Ces cristaux de glace ont une forme hexagonale particulière qui leur permet d'agir comme de petits prismes.
Lorsque la lumière solaire ou lunaire traverse ces cristaux, elle est déviée et dispersée, créant un anneau de lumière autour de la source lumineuse. Le halo de 22 degrés, également connu sous le nom de petit halo, est le type le plus courant et a un rayon angulaire de 22 degrés par rapport au Soleil ou à la Lune. Cet angle spécifique est dû à la forme hexagonale des cristaux de glace et à la façon dont la lumière s'y réfracte. L'intérieur du halo peut apparaître rougeâtre, tandis que l'extérieur est plus bleuté, bien qu'il soit souvent difficile de percevoir les couleurs distinctives. Les halos se présentent-ils toujours sous la forme d'un cercle parfait ? Pas toujours. Il existe d'autres types de halos plus complexes, comme les halos de 46 degrés, les arcs tangents ou les parhélies, également connus sous le nom de faux soleil ou sun dogs. Les parhélies sont des points lumineux qui apparaissent à gauche et à droite du Soleil, à la même hauteur horizontale, et sont le résultat de la réfraction de la lumière à travers des cristaux de glace plats et orientés verticalement. Les halos sont des indicateurs météorologiques, car leur présence suggère la présence de nuages cirrus dans la haute atmosphère, souvent précurseurs de changements climatiques. La beauté d'un halo est un rappel constant que même les conditions atmosphériques les plus subtiles peuvent générer des spectacles visuels étonnants. Le quatrième phénomène que nous allons explorer est le mystérieux spectre de Brocken. Où et quand peut-on observer ce phénomène ? Ce phénomène est couramment observé en montagne ou sur des collines, surtout lorsque le soleil est bas et derrière l'observateur, et qu'il y a du brouillard ou un nuage devant lui. Il doit son nom au mont Brocken, le plus haut sommet des monts Harz en Allemagne, où son observation est documentée depuis des siècles. Le spectre de Brocken est en substance l'ombre agrandie d'un observateur projeté sur les nuages ou le brouillard. L'ombre apparaît gigantesque et souvent entourée d'un halo de lumière arc-en-ciel appelé gloire. Comment cette apparence particulière de l'ombre se produit-elle ? L'amplification de l'ombre n'est pas due à une augmentation réelle de sa taille, mais à la perspective et à la distance. Lorsque l'ombre est projetée sur le brouillard, qui peut être à une distance considérable, l'esprit interprète que l'objet qui la projette doit être énorme. La lumière qui forme le halo de gloire autour de l'ombre est due à la diffraction de la lumière solaire sur les minuscules gouttelettes d'eau du brouillard. Il s'agit d'un phénomène distinct de l'arc-en-ciel, car la gloire se forme toujours autour du point antisolaire, qui est l'endroit où se trouve l'ombre de l'observateur. Voir le spectre de Brocken peut être une expérience bouleversante, car l'ombre semble bouger et gesticuler à mesure que l'observateur se déplace. Cet effet est connu sous le nom d'effet d'ombre qui bouge et est dû au mouvement subtil de l'observateur et au changement dans le brouillard. Au cours de l'histoire, ce phénomène a alimenté des légendes de géants et d'espiles montagnards en raison de son apparence imposante et fantomatique. Dans les montagnes des Andes, en Amérique du Sud, des observations similaires sont également signalées, bien qu'elles ne reçoivent pas toujours le même nom. Leur existence nous rappelle comment la lumière peut jouer avec nos perceptions de la taille et de la distance. Notre cinquième point nous amène à la Fata Morgana, un type complexe de mirage supérieur particulièrement surprenant. Quelles caractéristiques distinguent la Fata Morgana des autres mirages ? Contrairement à un mirage simple, la Fata Morgana crée des images déformées, allongées ou empilées d'objets distants. Elle peut donner l'impression que des bateaux flottent dans les airs, que des lignes côtières se transforment en châteaux ou que des montagnes ressemblent à des villes. Ce phénomène est le résultat d'une inversion thermique extrême où une couche d'air chaud se situe au-dessus d'une couche d'air beaucoup plus froide. Cela se produit couramment dans les régions polaires ou au-dessus de plans d'eau froids comme l'Arctique ou les Grands Lacs. La lumière provenant des objets distants est réfractée à travers ces multiples couches d'air ayant des températures différentes et par conséquent des indices de réfraction différents. Cette réfraction anormale provoque la courbure des rayons lumineux d'une manière très particulière, atteignant l'œil de l'observateur sous différents angles et créant plusieurs images du même objet. La distorsion et la hauteur apparente des objets est due à cette trajectoire complexe de la lumière qui produit une vision d'objets situés au-delà de l'horizon visuel. Est-il possible que la Fata Morgana soit à l'origine de certaines légendes sur les villes flottantes ou les îles fantômes ? Absolument, la Fata Morgana a été proposée comme explication de nombreuses observations historiques de villes fantômes à l'horizon, comme la légendaire ville de Croatan dans l'Arctique ou même les vaisseaux fantômes. L'étymologie même de Fata Morgana vient de la sorcière Morgane la Fée de la légende arthurienne qui était censée pouvoir créer des châteaux illusoires sur l'eau. Ce nom souligne la nature magique et trompeuse de l'illusion visuelle. Un cas célèbre s'est produit en 1888 lorsque l'explorateur Fridtjof Nansen a cru voir des terres non cartographiées dans l'Arctique qui sont ensuite révélées être des mirages de la côte. La Fata Morgana témoigne de la manière dont les lois physiques de la lumière, dans des conditions atmosphériques très spécifiques, peuvent créer des voûtes. Notre sixième point nous plonge dans les lumières de l'aurore. L'aurore boréale au nord et l'aurore australe au sud.
Comment se produit ce spectacle de lumière céleste? Les aurores sont des phénomènes lumineux observés dans les régions polaires de la planète, résultant de l'interaction entre les particules chargées provenant du Soleil et les gaz de l'atmosphère terrestre. Le Soleil émet constamment un flux de particules chargées, principalement des électrons et des protons, connus sous le nom de vent solaire. Lorsque ce vent solaire entre en collision avec le champ magnétique de la Terre, la plupart des particules sont déviées, mais certaines sont canalisées vers les pôles magnétiques. En arrivant dans la haute atmosphère, ces particules entrent en collision avec des atomes de gaz comme l'oxygène et l'azote. Cette collision excite les atomes, les amenant à libérer de l'énergie sous forme de lumière. Les couleurs de l'aurore ont-elles une signification quant à leur origine? Oui, les couleurs de l'aurore dépendent du type d'atome qui est excité et de l'altitude à laquelle la collision se produit. L'oxygène émet une lumière verte, qui est la couleur la plus courante de l'aurore, à des altitudes comprises entre 100 et 300 km. À des altitudes plus basses, l'oxygène peut émettre une lumière rouge, tandis que l'azote produit des tons bleus ou violets. Les aurores sont plus intenses et fréquentes pendant les périodes de forte activité solaire, comme les tempêtes solaires qui augmentent la quantité de particules chargées atteignant la Terre. La hauteur typique des aurores varie entre 80 et 500 km au-dessus de la surface de la Terre. Dans certaines occasions exceptionnelles, lorsque l'activité solaire est extrêmement forte, les aurores peuvent être visibles à des latitudes plus basses que d'habitude. Par exemple, en 1859, un événement solaire massif connu sous le nom d'événement de Carrington a causé des aurores si intenses qu'elles étaient visibles dans des endroits proches de l'équateur. Ce fut un rappel frappant de la connexion énergétique entre notre planète et le Soleil. L'aurore n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi une manifestation visible de l'interaction de la Terre avec l'espace. Nous approchons du 7e phénomène, les couronnes solaires et lunaires, qui sont souvent confondues avec les halos. Quelle est la différence fondamentale entre une couronne et un halo? Contrairement aux halos, qui sont causés par des cristaux de glace, les couronnes sont le résultat de la diffraction de la lumière à travers de minuscules gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace extrêmement petits dans des nuages plus bas et denses, comme les altocumulus ou stratocumulus. Une couronne se voit comme un disque lumineux autour du Soleil ou de la Lune, avec un bord intérieur bleuté et un bord extérieur rougeâtre. Cet effet se produit lorsque la lumière est diffractée, c'est-à-dire qu'elle se courbe autour des bords des particules individuelles dans le nuage. La taille de la couronne est inversement proportionnelle à la taille des gouttes d'eau. Plus les gouttes sont petites, plus la couronne est grande. La lumière est diffractée à différents angles en fonction de sa longueur d'onde, ce qui provoque la séparation des couleurs semblable à ce qui se passe dans un disque compact. Est-ce la taille des gouttes qui détermine la visibilité et la taille de la couronne? Oui, les gouttes d'eau doivent être d'une taille très uniforme et assez petite, généralement de moins de 20 micromètres de diamètre, pour produire une couronne bien définie. Si les gouttes varient beaucoup en taille, la couronne apparaîtra diffuse, voire ne se formera pas tout à fait. Un exemple clair de la façon de voir une couronne est de regarder le soleil à travers une vitre embuée, où les petites gouttelettes de condensation imitent les conditions du nuage. Les couronnes sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pense, mais elles passent souvent inaperçues car il faut regarder directement le soleil à travers un nuage mince en risquant de dommages oculaires permanents. Il est important de se rappeler qu'il ne faut jamais regarder directement le soleil sans protection adéquate, même à travers les nuages, en raison du risque de dommages oculaires permanents. Utiliser un miroir ou la caméra d'un téléphone mobile pour voir le reflet peut être une option plus sûre pour apprécier ce phénomène. Le 8e phénomène de notre liste est celui des impressionnants rayons crépusculaires et anticrépusculaires. Pourquoi ces rayons semblent-ils converger ou diverger en des points spécifiques? Les rayons crépusculaires sont des faisceaux de lumière solaire qui semblent irradier à partir d'un point dans le ciel, généralement lorsque le soleil est proche de l'horizon, au lever ou au coucher du soleil. Ces rayons sont, en fait, des colonnes parallèles de lumière solaire qui passent à travers des ouvertures dans les nuages et sont illuminées par des particules dans l'atmosphère. L'illusion que les rayons divergent ou convergent est due à la perspective, semblable à la façon dont les voies ferrées semblent se rejoindre à distance. Les rayons sont visibles parce que la lumière solaire est dispersée par des particules de poussière, de vapeur d'eau ou des aérosols dans l'air, rendant visible le chemin des faisceaux de lumière. Existe-t-il une différence entre les rayons crépusculaires et anticrépusculaires, à part leur direction apparente? Oui, les rayons anticrépusculaires sont la contrepartie des rayons crépusculaires et apparaissent du côté opposé du ciel au soleil, convergeant vers le point antisolaire. Bien qu'ils soient moins courants et souvent plus faibles, ce sont également des faisceaux parallèles de lumière solaire dont l'apparente convergence s'explique par le même principe de perspective. Pour observer les rayons anticrépusculaires, l'observateur doit se trouver dans un endroit avec un horizon très dégagé et avoir le soleil dans son dos, permettant aux rayons de se projeter dans le ciel opposé.
Un exemple courant pour voir des rayons crépusculaires est lorsque le soleil se faufile entre les cimes des arbres dans une forêt ou à travers les nuages après une tempête. L'intensité des rayons peut varier considérablement en fonction de la quantité de particules dans l'atmosphère et de la nébulosité. Dans les endroits où la pollution atmosphérique est élevée ou après des éruptions volcaniques, les rayons peuvent être particulièrement définis et spectaculaires. Les rayons crépusculaires ont inspiré les artistes et les photographes en raison de leur beauté pittoresque et de leur symbolisme, souvent associé au divin ou à l'éthéré. Le 9e phénomène qui nous émerveille est la gloire, un effet optique qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, accompagne souvent le spectre de Brocken. La gloire est-elle toujours associée à l'ombre de l'observateur? Oui, la gloire est toujours visible autour de l'ombre de l'observateur ou d'un objet projeté sur un nuage ou du brouillard, et est produite par la rétrodiffusion de la lumière solaire. Contrairement à l'arc-en-ciel, qui se forme par réfraction et réflexion interne, la gloire est causée par la diffraction de la lumière qui frappe de petites gouttes d'eau dans le nuage. Lorsque la lumière du soleil entre dans une goutte d'eau, elle se plie légèrement, se reflète intérieurement à l'arrière de la goutte, puis se diffracte en fortant. Ce processus particulier fait que la lumière se disperse vers l'arrière, directement vers la source de lumière, c'est-à-dire vers le soleil, et donc vers l'observateur. La gloire se présente comme une ou plusieurs bandes concentriques de couleurs, avec le bleu ou le violet au centre et le rouge à l'extérieur, un ordre inverse de celui de l'arc-en-ciel. La taille et la clarté de la gloire dépendent de la taille et de l'uniformité des gouttes d'eau dans le nuage. Les gouttes plus petites et uniformes produisent une gloire plus brillante avec des anneaux de couleurs plus définis. Est-il difficile d'observer une gloire si l'on n'est pas en montagne? Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. En fait, une gloire peut être vue depuis un avion lorsque le soleil est derrière l'appareil et que les nuages sont en dessous. L'ombre de l'avion apparaîtra sur les nuages entourée par le cercle de la gloire, un spectacle impressionnant pour les passagers. La physique derrière la gloire est complexe et nécessite de prendre en compte à la fois la réflexion interne et la diffraction externe de la lumière par les gouttes d'eau. Ce phénomène est une manifestation claire des propriétés ondulatoires de la lumière interagissant avec de minuscules particules. Enfin, notre 10e phénomène, le rayon vert, est un événement éphémère et rare, mais incroyablement beau. Qu'est-ce que le rayon vert exactement et pourquoi est-il si difficile à voir? Le rayon vert est un phénomène optique qui s'observe juste au moment du lever ou du coucher du soleil, lorsqu'une petite bande de lumière verte ou un rayon apparaît brièvement au-dessus du bord supérieur du soleil. Il dure à peine 1 ou 2 secondes, ce qui en fait une cible insaisissable pour les observateurs. Ce rayon est produit par la réfraction atmosphérique, un effet qui dévie la lumière du soleil lorsqu'elle traverse l'atmosphère terrestre. L'atmosphère agit comme un prisme géant, dispersant la lumière solaire dans ses couleurs constituantes, de manière similaire à la façon dont un arc-en-ciel le fait. La lumière bleue et violette se réfractent plus que la lumière rouge et orange, mais en pratique, le bleu et le violet sont fortement dispersés par les particules dans l'atmosphère. Cela signifie que la majeure partie de la lumière bleue et violette est diffusée dans d'autres directions avant d'atteindre nos yeux. Par conséquent, la dernière couleur à être visible juste avant que le soleil ne se couche complètement ou la première à apparaître au lever est le vert. Pourquoi est-il nécessaire que l'horizon soit complètement dégagé pour l'observer? Pour voir un éclair vert, il faut un horizon extrêmement clair et sans obstruction, comme l'océan ou une plaine désertique, et une atmosphère très propre. Les conditions idéales comprennent également une inversion thermique, où l'air chaud se fixe au-dessus de l'air froid, ce qui amplifie l'effet de réfraction. Des cas d'éclairs bleus ont été signalés, qui sont encore plus rares, mais nécessitent des conditions atmosphériques encore plus spécifiques et une propreté exceptionnelle de l'air. L'éclair vert a été le thème de légendes et est considéré comme un signe de bonne chance dans certaines cultures, en raison de sa rareté et de sa beauté. De nombreux marins et explorateurs l'ont recherché avec impatience, en particulier lors de longs voyages en mer. C'est un rappel de la façon dont même les événements les plus brefs dans la nature peuvent être le résultat de processus physiques complexes et fascinants. Nous avons parcouru un chemin étonnant à travers 10 phénomènes optiques qui défient constamment notre perception et nous révèlent la profonde beauté des lois de la physique. Des mirages trompeurs à l'éclair vert élusif, chacun d'autre est une manifestation de la lumière interagissant avec notre atmosphère de manière extraordinaire. La science n'enlève pas la magie de ces événements, mais au contraire, les rend encore plus impressionnants en dévoilant leur fonctionnement élégant. Explorateurs, nous espérons que ce voyage à travers les merveilles visuelles de l'optique a éveillé votre curiosité et vous a invité à regarder le ciel avec un regard nouveau. Si cette analyse approfondie vous a plu, veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres découvertes fascinantes. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour que plus de personnes puissent découvrir la science derrière ces merveilles. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour qu'ils s'émerveillent également de l'optique de notre monde. Et laissez-nous un commentaire avec votre phénomène optique préféré ou si vous avez eu la chance d'assister à l'un de ces spectacles.